Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour assister à la nouvelle conférence de Place au débat. Nous avons choisi d'aborder le sujet de la présidence de Joe Biden, du bilan que l'on peut dresser un an après son élection, ainsi que les perspectives que l'on peut en tirer. Pour discuter de cela, nous accueillons Caroline Frederickson. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes actuellement professeure de droit à Georgetown et présidente de l'American Law Institute, qui est un groupe de défense d'intérêts du droit commun américain. Après avoir été diplômé de l'école de droit de l'Université de Columbia, vous avez été chef de cabinet de la sénatrice de Washington, Maria Cantwell. Vous avez également pris part à l'administration de Bill Clinton en tant qu'assistante spéciale au président pour les affaires législatives. Mais une partie importante de votre carrière a été le poste de présidente pendant 10 ans de l'American Constitution Society, qui est une association progressiste dédiée à la bonne application de la Constitution américaine, ainsi qu'à défendre les droits et libertés individuelles, l'égalité et l'accès à la justice et la démocratie. Toutes ces années d'expérience vous ont donc donné une compréhension précise du fonctionnement des institutions américaines, ce qui nous aidera à comprendre ce soir les enjeux liés à la première année du mandat de Joe Biden qui vient de s'écouler. En effet, l'élection de Joe Biden le 3 novembre 2020 a été vécue comme une réelle libération pour une grande partie des électeurs démocrates, après une des élections présidentielles les plus polarisées qu'ait connues le pays. Cependant, un an plus tard, la cote de popularité de Joe Biden, mais aussi celle de Kamala Harris, est à la baisse et des divisions s'accentuent au sein du Parti démocrate entre les progressistes et les modérés. La politique extérieure des États-Unis est aussi à nuancer avec les tensions présentes entre les alliés, le retrait des troupes d'Afghanistan ou encore les tensions avec la Chine. Pourtant, cette première année de mandat est particulièrement cruciale. Elle a une influence directe sur le résultat des élections de mi-mandat qui auront lieu l'année prochaine et peut donc impacter le bilan global du mandat de Joe Biden, tout comme sa réélection en 2024. C'est autour de l'ensemble de ces sujets que nous allons échanger avec vous, Caroline Frederickson, pour tenter de répondre à la question Joe Biden, quel bilan et quelle perspective un an après son élection? La première question que l'on souhaite vous poser porte sur la baisse de popularité de Joe Biden. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, après les 4 années mouvementées de la présidence de Donald Trump, qui a été marquée par un renforcement des divisions entre les citoyens américains, l'élection de Joe Biden est apparue comme un réel soulagement pour toute cette partie de la nation. Juste après l'élection, on a pu ressentir un espoir et une sorte d'euphorie chez ces Américains. Mais un an après, le taux de popularité de Joe Biden a baissé, passant sous la barre des 50%. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que cette euphorie était la démonstration d'un réel soutien à Joe Biden ou plutôt l'expression d'un soulagement face à la défaite de Trump? Pourquoi est-ce que le taux d'approbation a baissé comme ça? Alors, il faut savoir que Biden a déjà eu beaucoup de succès. Mais apparemment, le public américain a des idées un peu différentes. Mais je vais expliquer un peu pourquoi. Alors, c'est les démocrates. Les démocrates du Congrès, ils aiment se battre entre eux. Alors, on dit qu'il faut cesser de laisser le parfait d'être l'ennemi du bien. Biden les a déjà conduits à des réalisations historiques qui profiteront à tous les Américains, mais la nouvelle a été dominée par des querelles internes et des combats démocrates apparemment sans fin au Capitole sur le montant à dépenser et sur la façon de dépenser. La mauvaise performance des démocrates en Virginie et au New Jersey aux élections d'État en novembre montre que les élus doivent montrer qu'ils peuvent faire avancer les choses pour que le peuple américain garde le contrôle de la Chambre et du Sénat aux élections de 2022 et de la Maison-Blanche en 2024. Mais assez déjà. Alors, les démocrates, c'est eux qui font le travail de Biden plus difficile. La loi Build Back Better, en français, c'est mieux reconstruire peut-être, adoptée par les démocrates à la Chambre des représentants par un vote de 2020 à 2013, apporterait d'énormes avantages à la plupart des Américains. Le projet de loi rendrait les services de garde
d'enfants plus abordable, créerait une prématernelle universelle, donnerait à la plupart des familles avec enfants des centaines de dollars chaque mois grâce à des crédits d'impôt, mettrait des congés familiaux payés à la disposition de la plupart des travailleurs, élargirait l'assurance maladie, etc., etc. Il y a beaucoup plus d'avantages, trop nombreux pour être énumérés ici. Maintenant, le projet de loi est soumis au Sénat qui devrait réduire la taille et la portée de la mesure qui investirait environ 2 billions de dollars sur 10 ans dans une Amérique meilleure. Mais comme j'avais dit, il y a des démocrates qui sont le problème pour Biden. Et au Sénat, c'est Joe Manchin de la Virginie occidentale et Kyrsten Sinema de Arizona. Et ils ont tout le pouvoir de décider ce qui va passer. Alors, pour le moment, c'est ce que le peuple américain, il voit le combat entre les démocrates et pas le progrès et pas le succès que Biden a déjà eu à passer les projets de loi. Je peux parler de tout ça plus tard, mais je veux laisser à vous de poser des questions. Mais je veux dire que il a le contrôle du Sénat et de la Chambre par un tout petit nombre. Alors, dans le Sénat, c'est exactement divisé entre les républicains et les démocrates. Et c'est le contrôle, c'est dans les mains des démocrates parce que Biden est le président. Alors, le vice-président ou la vice-présidente, Kamala Harris, c'est elle de faire, elle peut voter quand il y a le vote est divisé exactement entre les démocrates et les républicains. Alors, elle peut donner le victoire aux démocrates. Mais s'il y a Joe Manchin et Kyrsten Sinema, et ça fait 2, Biden ne peut pas gagner sans eux. Alors, et c'est pour ça que les sondages ont baissé, que le taux d'approbation est baissé. Mais on verra, parce qu'il y a 1 an qui reste avant les élections, mi-mandat. Alors, on verra. Et si il aura de succès avec le projet de loi qui est le grand pour, je peux parler de ça, et tout ce qu'il faut faire. S'il gagne, s'il a du succès, alors ça va je ne sais pas si ça va arranger tout, mais ça va assister Biden et les démocrates dans les élections de mi-mandat. Et aussi le succès avec le virus, et on doit parler de ça. Biden a fait beaucoup plus que Trump pour soutenir la science et pas les mensonges. Mais avec Omicron, on verra. Ça peut, je ne sais pas s'il aura de succès, ça peut l'aider. Mais si ça continue à faire briser, je ne sais pas, de faire mourir les Américains, c'est une question. Alors, on verra. Non, justement, je voulais revenir sur ces plans de réforme que Joe Biden veut faire passer. Est-ce que il n'était pas trop ambitieux? Parce que au début de son mandat, il s'est vu donner le surnom du nouveau Roosevelt. Son projet de réforme était censé être de 3 500 milliards de dollars. Et à cause justement des divisions entre les démocrates dont vous avez parlé au Sénat et au Congrès, il a dû réduire énormément ces dépenses-là. Est-ce que le projet de base n'était pas trop ambitieux et que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de divisions au sein du Parti démocrate? Je pense pas, vraiment, parce que vous savez, les démocrates ils ont un triomphe déjà. Biden et le pays
C'était bon pour tout le monde. La Chambre a voté enfin en 2028, vers 2028, alors la majorité, pour donner son approbation législative finale au plan de Biden de dépenser 1,2 billion de dollars pour améliorer l'infrastructure vieillissante du pays, y compris les routes, les ponts, le transport commun, les chemins de fer, les ports et le réseau électrique. Biden a signé le projet de loi le 11 novembre. Seuls 13 républicains dans la Chambre ont voté par la législation, tandis qu'un groupe de démocrates d'extrême gauche, connu sous le nom de The Squad, Alexandria Ocasio-Cortez, peut-être vous connaissez, a voté contre. Mais ça, c'est vraiment populaire. C'est vraiment populaire. Alors, je pense que on peut dire que les plans de Biden étaient trop grands, mais je veux dire que sans des plans comme ça, on va pas réussir. Et même, il faut avoir des grands projets en ce moment, quand il y a des problèmes avec l'économie, pour combattre le virus, et l'infrastructure américaine a vraiment vieilli tellement. Il y a des ponts qui tombent, il y a les routes qui ont des fissures. Alors, c'est très important. Et ça, c'est très populaire. C'est le problème, oui, c'est le combat entre les démocrates. Et ça, si les projets ont du succès, ça va élire des démocrates. Ça va pas être le problème. Le problème, c'est de pas finir le projet. Merci pour votre réponse. Vous avez parlé des élections en Virginie tout à l'heure. Cette élection est vue comme un test pour les élections de mi-mandat, ce qui a conduit Joe Biden à s'impliquer personnellement dans la campagne du candidat démocrate. Pourtant, contre toute attente, c'est le candidat républicain qui a remporté les suffrages avec près de 51% des voix. C'est une victoire d'autant plus étonnante que Biden avait gagné la Virginie avec 10 points d'avance lors des élections de 2020. Comment peut-on expliquer cette défaite des démocrates alors que l'État de Virginie avait basculé dans leur camp depuis 2008 et présage-t-elle vraiment leur défaite pour les élections de mi-mandat de 2022 selon vous? Oui, c'est une bonne question. Alors, je veux dire que l'État de Virginie, et avant, j'ai parlé de Virginie occidentale, c'est différent que la Virginie, évidemment. C'est là la Virginie occidentale où se trouve Joe Manchin, il est le sénateur. Alors ça, c'est tout à fait différent. Ça, c'est vraiment un État républicain. L'État de Virginie, ça, on veut dire que ici, il y a des démocrates, on dit qu'ils sont des bleus et les républicains des rouges. Alors, c'est en Virginie, c'est vraiment un mélange, un pourpre, on dit. Et c'est le gouverneur qui était républicain et puis démocrate. Et puis républicain et puis démocrate. Et alors, le contrôle du gouvernement de l'État change fréquemment. Alors, même que Biden a gagné l'État dans l'élection présidentielle, et même qu'Obama a gagné aussi, c'est continu que l'État a c'est vraiment très proche entre les républicains et les démocrates pour contrôler le gouvernement de l'État. Alors, c'était pas tellement surprenant, et aussi que le candidat des démocrates, c'était l'ancien gouverneur, et il avait été élu 2 fois, je pense, et on a marre. Alors, il n'était pas tellement populaire, il n'a pas vraiment, il n'avait pas d'explication de sa candidature, sauf qu'il n'était pas comme Trump. Alors, mais ça suffit pas en ce moment parce qu'il y a l'économie, il y a le virus, mais il y a aussi, il faut parler de la guerre culturelle
aux États-Unis, c'est que Trump a vraiment, c'est pas lui qui a commencé la guerre, mais c'est lui qui a essayé de la faire beaucoup plus évident aux Américains, de parler mais c'est vraiment le racisme et l'extrême droite. Il y a tous ces vagues culturelles qui sont maintenant très, très, très fortes aux États-Unis. Alors, c'était très important pour le candidat des démocrates d'avoir un message pour les électeurs, pour le choisir. Et il n'y a pas fait, vraiment. Et en ce moment, c'était tellement important. Donc c'était plus en fait le candidat démocrate qui n'a pas réussi à mobiliser vraiment les candidats démocrates et à faire une campagne axée sur plus leur vie quotidienne. Et il a plus axé, c'est ça, sa campagne sur le fait qu'il fallait voter contre les républicains car c'était une continuité de Trump. Oui, je veux dire, il faut dire que oui, c'était un peu. Il faut pas dire que c'était pas du tout un peu je sais pas, de colère contre Biden entre les républicains. Mais c'était aussi que les démocrates, ils sont pas votés comme les républicains. Alors, il faut attirer des électeurs pour donner des idées, pour parler des choses qui occupent le public en ce moment. Et Terry McAuliffe, c'est le nom du candidat pour être gouverneur en Virginie. Et il n'a pas parlé de ça. Alors, si les démocrates, ils étaient un peu blasés, quoi, et puis les républicains tellement engagés. Alors, c'est pour le candidat républicain, c'était plus facile à encourager les électeurs républicains d'aller voter. Très bien, merci beaucoup. Du coup, on va passer à la question suivante qui porte sur la transition écologique. La politique de Joe Biden en matière d'écologie contraste très clairement avec celle de Donald Trump. Les États-Unis ont ainsi réintégré l'accord de Paris. Joe Biden a également organisé en avril dernier un sommet virtuel sur le climat où il a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par rapport à 2005, ce qui permettrait aux États-Unis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La question est la suivante. Pensez-vous que les États-Unis puissent jouer un rôle de premier plan dans la transition écologique au niveau mondial? J'espérais bien, mais je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. J'ai peur que... mais il faut parler de Joe Manchin, encore une fois. C'est le sénateur de la Virginie occidentale. C'est un démocrate. Mais la Virginie occidentale, c'est un État comment dire, coal. Coal. Vous savez, c'est une sorte d'énergie qu'on trouve dans la terre. Et je me souviens plus le nom. Le charbon, merci, oui, c'est le charbon. Oui, c'est un État de charbon. Alors, il n'y a plus vraiment d'emploi dans les mines de charbon, mais quand même, il est toujours pour l'énergie sale. Alors, c'est lui qui est un grand problème pour Biden. Comme j'avais dit et comme vous savez, Biden a besoin de tous les démocrates dans le Sénat pour gagner. Et c'est un problème. Et les républicains, on ne peut pas les attirer. Ils sont presque tous contre faire en combat contre le changement de climat. Alors, je ne sais pas. Je sais que Biden a dans le projet de loi dont on a déjà parlé, c'est le plus grand, qui a
qui a été voté par la Chambre, mais pas par le Sénat. C'est toujours Joe Manchin qui est le problème et Kyrsten Sinema pour des raisons différentes. Mais pour lui, c'est que ce projet de loi a beaucoup d'argent pour aider à résoudre des problèmes de climat, de financer des régulations pour contrôler la pollution et tout ça. Alors, mais on ne sait pas. Peut-être en ce moment, il y a plus de gens aux États-Unis qui comprennent que c'est tellement important d'avancer vers un monde moins chaud, avec moins de saleté, moins de pollution et tout ça. Mais si ça, c'est la majorité des Américains. Mais ce n'est pas vraiment une démocratie majoritaire ici, parce que le Sénat, il y a 2 sénateurs par chaque État, même la Californie et la Virginie occidentale. Alors, il y a beaucoup plus de personnes en Californie qu'en Virginie occidentale. Alors, c'est tellement difficile d'avoir le succès quand le Sénat est structuré comme ça. Mais on verra, j'espère, mais je ne sais pas en ce moment. Ça dépend vraiment des élections de mi-mandat. On voulait passer maintenant à des questions sur la Cour suprême, comme c'est vraiment dans votre domaine d'études en tant que professeur de droit à Georgetown. La semaine dernière, les juges de la Cour suprême se sont penchés sur une potentielle loi de 2018 de l'État de Mississippi interdisant les avortements après 15 semaines de grossesse. La Cour suprême, qui est donc à majorité républicaine, aura donc la possibilité de revenir sur l'arrêt historique Roe versus Wade de 1973, qui garantit le droit des femmes à avorter. Joe Biden, qui se positionne comme une très grande majorité des démocrates en faveur du maintien de l'arrêt Roe versus Wade, est-ce qu'il a la possibilité d'influencer la décision de la Cour suprême d'une manière ou d'une autre? Et quels outils sont à sa disposition pour protéger le droit d'avortement des citoyennes américaines? Ça c'est une question tellement difficile, mais je suis tellement désolée de ce qui s'est passé avec la Cour suprême. Alors, c'est Trump qui avait manipulé bien le contrôle de la Cour et les républicains dans le Sénat. Alors, ça ne devrait pas être comme ça. Alors, parce qu'Obama, le président Obama avait le juge Scalia est mort pendant les années d'Obama, à la fin de son terme dans la Maison-Blanche. Et normalement, il aurait le choix de le remplacement de Scalia, mais les républicains ont bloqué. Alors, c'était Gorsuch qui était choisi. Mais après ça, je peux parler de ça, mais alors, c'est ce qu'on veut dire des impropriétés de comment les juges étaient choisis. On n'aurait pas été ici pour voir la fin du droit de l'avortement aux États-Unis, ou bien dans les États qui vont décider de mettre ça illégal, de faire ça illégal. Alors, mais quand même, on est ici maintenant. Et je suis vraiment, je pense que
ils vont décider, les juges, de dire que la décision Roe versus Wade était mal conçue, qu'était c'était pas basé sur la Constitution. Alors, ils vont dire que c'est le choix des États si l'avortement est légal ou illégal. Et après ça, il y a beaucoup d'États, surtout dans le Sud, mais pas seulement, qui vont passer des lois pour faire illégal l'avortement. Alors, ça va rendre la vie de beaucoup de femmes, beaucoup de familles aux États-Unis vraiment difficile. Mais c'est surtout pour les pauvres, parce que si on a d'argent, on peut toujours aller en Californie, New York, Massachusetts ou des autres États où les droits de l'avortement vont être protégés. Mais pour les femmes qui n'ont pas les moyens de voyager, et il y aura des États qui vont passer des projets de loi pour rendre illégal de passer les frontières des États pour avoir un avortement dans un autre État. Je pense que c'est inconstitutionnel, mais quand même, on va essayer de passer ces projets de loi. Et ça va être des procès dans les cours de droit, des cours de loi pour des années, pour décider comment on peut empêcher des femmes d'avoir des avortements. Alors, je pense que c'est vraiment la fin de Roe versus Wade. Vous pensez vraiment que cette loi-là, cet arrêt-là pourrait être remis en question et juste enlevé de... C'est aux États-Unis, la Cour suprême a le pouvoir de décider les questions constitutionnelles. Et on ne peut rien faire, sauf changer les juges ou amender la Constitution. Et oui, vous vouliez... Alors, mais le Congrès peut adopter un projet de loi pour rendre légal aux États-Unis, partout, l'avortement. Mais même, on a déjà parlé de Joe Manchin. Et il y a d'autres démocrates peut-être dans le Sénat qui n'auraient pas pour une loi comme ça. Alors, ça serait tellement difficile d'avancer une loi pour protéger l'avortement aux États-Unis dans chaque État. Alors, pour le moment, c'est dans les États où on doit se battre pour le droit. Après que la Cour suprême décide que Roe versus Wade n'est plus une bonne décision. Et Joe Biden avait aussi parlé de réformer la Cour suprême. Et Astrid a une question à ce propos, je pense. Oui, justement, on aurait voulu savoir pourquoi il voulait réformer la Cour suprême, quels sont les dysfonctionnements selon lui, et est-ce que cette réforme est nécessaire selon vous? Ah oui, mais je dois dire que je fais partie de la commission de réforme de la Cour suprême de Joe Biden. Alors, je peux parler de ça. Alors, on verra parce que on vient de finir notre rapport. Alors, c'était il y a 2 jours. Alors, on envoie le rapport au président en ce moment. Alors, et c'était pour la commission, on devait pas faire des recommandations pour le président, mais simplement pour analyser des problèmes avec la Cour et quelles sont les réformes possibles et le pour et le contre. Alors, je peux parler pour moi seulement et pas pour le président et pas pour la commission.
Mais pour moi, je trouve que c'est tellement important parce que, comme je dis, aux États-Unis, la Cour suprême a un pouvoir épouvantable, un pouvoir puissant comme sur les questions constitutionnelles, qui est vraiment antidémocratique, parce que c'est vraiment difficile à amender la Constitution chez nous, vraiment difficile. Et les juges sur la Cour suprême, ils sont là pour les 10 décennies. Alors, et Trump, il a choisi des juges très jeunes. Alors, ils seront là pour 30, 40 ans, alors, en plus. Alors, ça, c'est vraiment un problème. Il n'y a pas de Cour suprême comme ça dans le monde, avec des juges qui ont le droit de rester là pour la vie. Pour la vie. Alors, c'est l'idée qu'on a discutée dans la commission, c'est d'avoir les termes de 18 ans. Ça fait beaucoup déjà. Alors, et après 18 ans, il faut partir. Alors, et pour aider à changer avec les générations la Cour et pour le rendre plus, pour avoir que la Cour fait plus attention à le changement de public et alors ça c'est une idée que je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et je peux vous dire que, et vous savez, j'en suis sûre que la Cour, le Conseil d'État, des juges en des termes. Je ne me souviens plus de combien d'années, mais c'est pas pour la vie, c'est pas pour la vie, c'est 10 ans, je pense. Alors, une autre idée, c'est qu'il faut élargir la Cour, parce que pour la Cour, elle a tellement de pouvoir pour avoir seulement 9 personnes décider des questions qui vont rendre la vie des Américains plus dure ou meilleure et rester là pour la vie. Ça, c'est vraiment comme les rois. Ils sont comme les rois. Alors, l'autre idée est d'élargir la Cour pour un peu pour aider à donner aux démocrates un peu de contrebalance contre les juges que Trump a mis sur la Cour, qu'on dit qu'il a choisi contre, vraiment, c'était pas contre la loi, mais contre l'esprit de la loi. Quand ça devrait être le choix d'Obama. Alors, il y a d'autres idées, un peu parler de ça, mais ça, ils sont les deux probablement plus importants. Il y a aussi l'idée de donner le Congrès le pouvoir d'annuler ou de voter contre les décisions de la Cour suprême. Et ça, c'est plus difficile avec notre Constitution. Est-ce que vous pensez que Biden a vraiment la possibilité et la capacité de réformer une institution aussi ancienne et aussi importante que la Cour suprême? Peut-être, mais je ne sais pas s'il a l'envie même, mais ça dépend. Si on perd le contrôle du Congrès, non, bien sûr que non. Alors, en ce moment, c'est plus important pour lui de passer le projet de loi qui va donner beaucoup d'argent aux Américains dans des formes différentes pour combattre contre le virus encore. Et ça c'est pour les élections de mi-mandat. C'est pour la plupart des Américains, ils ne s'intéressent pas à la Cour suprême. Alors, pour le moment, je pense que c'est trop difficile, mais je pense que ça, c'est
le devoir de la commission, c'était pas vraiment pour le moment. Il y avait aussi des républicains sur la commission, alors on n'était pas tout d'accord. Mais ce sont des idées qui sont tellement importantes pour le futur. Et alors, ça peut être pour Biden dans son mandat, le seconde, et après d'être réélu, peut-être il peut trouver les moyens de passer des projets de loi pour réformer la Cour suprême. En ce moment, je pense que c'est trop difficile. Trop difficile. Du coup, je pense. Pénélope, tu y vas ou... Oui, ok. Je pensais que. Non, on a encore une question sur la Cour suprême, donc dans le chat, je vais la poser. Pouvez-vous nous donner davantage d'informations sur la révision de l'avortement envisagée par la Cour suprême? Quels en sont les enjeux? Alors, c'est le grand enjeu, c'est que les, euh, les avocats, les États qui sont contre l'avortement, ils disent que c'était jamais fondé sur la Constitution. Il n'y a pas de droit à l'avortement aux États-Unis dans la Constitution. Alors, chez nous, parce que c'est un pays fédéral, les États, ils ont le pouvoir qui est pas, c'est pas dans la Constitution pour le Congrès. Le Congrès a des pouvoirs limités et tout ce qu'il y a qui n'est pas écrit dans la Constitution des pouvoirs du Congrès, ça, c'est les États qui retiennent. Alors, ils disent que c'est toujours dans le pouvoir des États pour décider si l'avortement est légal ou pas. Alors, pour les gens il y a beaucoup et la majorité des Américains qui pensent que Roe versus Wade c'était correct et il y a un droit à l'avortement dans la Constitution. C'est pas écrit comme ça, mais c'est sur l'idée de la vie privée, du procès qu'on est dû, que pour faire de prendre des décisions, pardon, je perds mon français. Alors, de décider ce qu'il faut faire avec son propre corps et avec la famille. Alors, ça va continuer. Alors, le combat, parce que je pense que si on va changer des juges sur la Cour suprême, il y aura encore le droit à l'avortement aux États-Unis. Parce que vraiment, la majorité pense que c'était correct. Et c'est vraiment, on a parlé des élections des mi-mandats avant. Et il faut dire que si la Cour décide que Roe v. Wade n'est plus la loi aux États-Unis, ça va donner ça va mettre le feu sur les pieds des démocrates d'aller aux élections à voter alors pour changer le gouvernement, pour protéger le contrôle des démocrates. Parce qu'on verra, on sait maintenant que les républicains vont changer tout s'ils ont le contrôle. Alors, ça ferait peur aux Américains. Bien. On a une question aussi sur un autre sujet, la politique étrangère de Joe Biden. Lors de sa campagne, il se présentait
comme en rupture avec les projets diplomatiques de son prédécesseur Donald Trump. Pourtant, sa politique vis-à-vis de la Chine et le retrait des troupes d'Afghanistan semble montrer une sorte de continuité de la politique étrangère de Trump. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui et non. Je veux dire que c'est difficile de changer comme ça très vite les relations étrangères. Et surtout l'Afghanistan, c'était déjà un traité que Trump a négocié. Alors, il n'y avait pas le moyen de changer tout ça. Peut-être que c'était pas vraiment bien exécuté. Et je suis d'accord avec ça. Mais c'était Trump qui a décidé de partir et c'était déjà un fait accompli. Alors, je ne pense pas que c'était quelque chose que Biden a pu changer. Et surtout, comme ça, en août, quand c'était déjà, c'est la fin. Alors, avec la Chine, il y a des problèmes avec la Chine. Et c'est pour ça, c'est pas seulement le commerce, mais c'est vraiment les relations en Asie, le Taïwan, dans la mer de Chine, je ne sais pas comment dire ça en français, mais alors c'est des dangers militaires que pose la Chine. Alors, je pense que c'est pas tellement surprenant qu'il y a plus de continuité que de changement là-bas. Mais il y a toujours dans les relations diplomatiques, il y a ce qu'on lit dans le journal et il y a ce qui se passe en secret. Et il y a toujours des discussions. Alors, on verra encore, c'est seulement la première année de Joe Biden. Alors, il n'y a pas beaucoup, comme j'ai dit, c'est difficile à changer très vite. Comme ça, les relations étrangères qui étaient déjà élaborées par le président vaincu, Donald Trump. Mais je pense que ça va être, comment dire, un peu moins dur. Comme on pense qu'il n'y aura pas de corps diplomatique aux Jeux olympiques, mais Biden ne va pas décider d'abandonner comme ça les Jeux pour les athlètes. Alors, c'est un symbole, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui va blesser la Chine. Très bien, merci beaucoup. Pour terminer, on voudrait vous poser la question suivante. Quelles sont vos prédictions pour les élections présidentielles de 2024? Joe Biden va-t-il se représenter et Trump a-t-il des chances de gagner? C'est tellement difficile en ce moment d'avoir des prédictions. J'ai des espérances. Je veux dire, comme j'ai dit, si Biden, s'il peut passer les projets de loi, le grand, je pense que pour les démocrates en mi-mandat, ils peuvent peut-être retenir le contrôle du Congrès. Mais c'est toujours difficile pour le parti du président dans les mi-mandats d'avoir de succès. C'est comme ça aux États-Unis. C'est chaque mi-mandat pour les présidents. Les gens qui ont voté pour le président et pour le contrôle d'une partie de Congrès toujours changent d'avis pour le mi-mandat. Alors, on peut voir dans les élections aux États-Unis, c'est toujours comme ça. C'est vraiment normal de perdre dans le mi-mandat. Alors, si c'est comme ça en 2022, les démocrates vont perdre le contrôle. Mais s'ils passent ce projet, qui ont beaucoup d'avantages pour les Américains, ça va améliorer les sondages, le taux d'approbation,
Et pour ça, je pense que c'est possible de contrôler. Et s'ils contrôlent le Congrès en 2022, ils peuvent aussi continuer à aider des Américains qui ont des besoins et assurer que ils comprennent que les démocrates font des choses dont on a besoin aux États-Unis, qu'ils ont ce qu'il faut pour avoir du succès. Alors, et pour Biden, ça va être la clé de sa réélection. Alors, je ne peux pas faire des prédictions en ce moment parce qu'on verra, il y a des conditions qui préexistent, qui doivent être complétées ou bien avoir du succès. Et puis, si ça se passe, il va gagner. Merci à vous pour votre réponse. On avait une question un peu en rapport avec ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que les démocrates, dans le contexte de division interne dont vous avez parlé assez longuement, est-ce que les démocrates ils pourraient faire face aux républicains selon vous? Vous avez l'air de dire oui, mais pourquoi exactement selon vous? Ouais, c'est un combat. Alors, ils ont passé le projet de loi de l'infrastructure. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, ils ont passé aussi au commencement de l'année avec Biden, quand il vient d'être inauguré. Ils ont passé un grand projet pour combattre le virus. Alors, je pense que c'est possible. Alors, mais ça prend du temps. Il faut donner quelque chose à Joe Manchin. Je ne sais pas quoi exactement. Il faut donner quelque chose à Kristen Sinema. Ça, c'est aux États-Unis. J'ai enseigné un cours au Sciences Po qui s'appelle sausage making, et ça veut dire faire le saucisse. C'est ça ce qui se passe dans le Congrès. Il faut être c'est pas très c'est pas sale, mais c'est pas très joli, mais il faut négocier. C'est un peu il faut donner quelque chose pour avoir le vote de Joe Manchin. Il faut donner autre chose à Kristen Sinema, et ça prend du temps à décider qu'est-ce qu'on peut jeter du projet, qu'est-ce qu'il faut retenir pour avoir les votes d'autres. Alors, c'est vraiment un procès de faire un saucisse. Et il y a beaucoup qui tombent par terre et il ne faut pas voir exactement. C'est pas joli. Mais alors, je pense que c'est possible. Comme c'était passé avec des autres projets, mais ça a pris du temps. Et alors, mais ça, c'est vrai que c'est plus grand. Mais c'est très important, c'est très populaire, Ça a des aides pour les familles, pour aider avec les enfants et pour les emplois. Alors, c'était très, très populaire. Et si Joe Manchin comprend ça, on aura du succès. Et c'est pour Biden, il aura du succès en 2024. On va passer à une autre question qui est dans le chat de Manuel sur les JO de Pékin dont vous avez parlé. Le boycott diplomatique et pas total des JO de Pékin est-il suffisant? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez dire encore une fois? Le boycott seulement diplomatique que Joe Biden a mené sur Pékin et pas un boycott total, est-ce que c'est suffisant comme approche? Pour moi, non. Je pense pas, mais je pense aussi que c'était pas vraiment, ça n'a rien fait quand on a boycotté, on dit ça, boycotté
les Jeux quand c'était dans l'Union soviétique. Et c'était à la fin du président Carter en 1980. Les États-Unis ont boycotté les Jeux et ça n'a rien fait. Alors, ça n'a pas changé la politique dans l'Union soviétique. Alors, c'est peut-être pas le moyen plus efficace pour changer le comportement de la Chine. Je pense que c'est plus efficace peut-être de travailler avec les entreprises qui font de commerce avec la Chine, la Chine a besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin vraiment des athlètes des États-Unis. Mais alors, je pense que c'est pas suffisant, mais je pense que aussi que c'est pas vraiment un moyen très très efficace de boycotter les Jeux pour les athlètes. Il y a d'autres moyens. On parle en ce moment dans le Congrès, on passe un projet de loi pour boycotter des produits de la Chine de l'Ouest, où les Uyghurs, ils habitent, et contre les produits qui étaient faits par le travail forcé pour les prisonniers. Alors, ça, je trouve ça, c'est beaucoup plus efficace que de boycotter les Jeux. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ont des questions, peut-être? Il y a Estelle qui a une question. Oui, merci. J'aurais voulu savoir, vu que, étant donné que Joe Biden est maintenant plutôt âgé, et c'est pas sûr qu'il va se représenter pour les prochaines élections présidentielles, est-ce que le Parti démocrate envisage un autre candidat déjà? Est-ce que vous pensez que des candidats comme Kamala Harris ou Alexandra Ocasio-Cortez ont leur chance? On envisage déjà de se présenter pour le camp des démocrates ou c'est pas encore envisageable pour l'instant? Oui, c'est envisageable, mais pas pour un 2024, parce que on attend que Biden va être le candidat des démocrates encore, avec Kamala Harris comme vice-présidente. Mais après, c'est exactement envisageable que Kamala Harris serait très forte dans la candidature après d'être vice-présidente. Et elle aura l'expérience et elle est connue des Américains. Alors oui, Alexandra Ocasio-Cortez, dans le futur, elle est très jeune, très très jeune. Peut-être c'est exactement le moment, mais dans quelques années, bien sûr. Mais c'est important de comprendre que c'est la majorité des Américains. On peut parler de ça une autre fois, mais c'est la majorité qui ne choisit pas le président. C'est les électeurs, le collège des électeurs, et c'est un peu différent. Alors, mais quand même, je pense que la majorité des Américains, même maintenant, peut voter pour une femme, pour une femme qui n'est pas blanche. Mais en ce moment, le collège des électeurs, c'est un problème. Mais dans quelques années, parce que ça change, parce que la composition de la population aux États-Unis, ça change aussi. Merci à vous pour votre réponse. Il y a une question encore dans le chat à propos du plan de relance dont vous avez parlé. Alors, je cite, « Le plan de relance massif du président Biden est-il si fantastique que ça, alors que l'inflation est de plus en plus importante aux États-Unis et que les prix semblent difficilement contrôlés?
Et il rappelle que son taux de popularité ainsi que celui de la vice-présidente Kamala Harris est très bas. Comment est-ce que du coup vous expliquez une potentielle réélection en 2024? Alors ça, c'est beaucoup d'années d'ici. Et je dois dire, et je suis désolée, mais je dois partir dans 2 minutes parce que j'ai des rendez-vous ici. Mais alors, ça fait beaucoup d'années d'ici à 2024. Et comme vous avez déjà dit, le taux d'approbation a tombé. Mais ça, c'était dans combien de mois? Quelques mois. Alors, dans quelques mois, ça peut être beaucoup mieux que maintenant. Alors, moi, j'ai vécu dans la vie politique ici et j'ai vu les sondages qui baissent et qui montent. Alors, ça me dit rien en ce moment. Alors, c'est pour ça mais il faut avoir des succès. Il faut dire quelque chose quand on est candidat. Il faut dire, c'est ça ce que j'ai fait. Et quand les démocrates se battent entre eux, tout le temps, on ne voit rien, sauf les combats. Et on dit qu'ils ne font rien, ces démocrates. Mais après, qu'on passe ces projets de loi et l'argent, ça commence à couler, finance des ponts, des routes, des crèches d'enfants, des emplois, et tout ça, l'assurance santé. Alors, on change d'avis. On pense, les démocrates sont pas mal. Beaucoup mieux que les républicains qui sont contre l'avortement. Alors pour moi, je sais que c'est difficile à prédire, mais il faut toujours avoir espoir parce que les sondages, ça change tous les mois. Et vous ne pensez pas que le taux d'inflation va, comment dire, invisibiliser les potentiels succès de cette politique de relance? C'est possible, mais il faut aussi mentionner que il est dû le crédit Biden parce qu'il a réduit le taux de chômage. Alors, plus d'inflation, moins de chômage, beaucoup moins. Chez nous, il y a presque, c'est un peu plus de 4% chômage. Alors, c'est très bas. Alors, beaucoup plus de gens qui ont trouvé du travail. Et on gagne plus en ce moment que dans des décennies. Alors, c'est les salaires qui montent. Alors, oui, l'inflation, c'est plus haute, mais moins de chômage, plus de salaire, plus d'argent dans les poches des Américains. Eh bien, merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. On ne va pas vous retenir plus longtemps, parce que je pense que vous êtes très occupés. Mais grâce du coup, à cette conférence, on a pu bien comprendre les enjeux de cette première année du mandat de Biden et un peu ce qu'on peut attendre des élections de mi-mandat de l'année prochaine. On espère vous revoir très vite à Sciences Po Lyon. On serait ravis d'avoir cours à nouveau avec vous. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. Merci à vous et vous pouvez m'inviter comme vous voulez. Je suis toujours très, très heureuse d'être avec vous. Alors, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.